Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau podcast. Alors je suis accompagné, c'est mon deuxième d'ailleurs podcast à deux voix pour le coup, puisque je suis avec Michael André en fait, qui en fait travaille également à l'IMT, parce que je travaille donc à l'Institut Mines Télécom, mais donc lui il travaille donc pour l'Institut Mines Télécom de Saint-Étienne. Alors bonjour Michael. Oui, bonjour Julien, c'est bien ça. Voilà, donc ça me fait plaisir de t'interviewer, parce que c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, on a fait une activité qui était encadrée, hier et aujourd'hui finalement, par Michael. Donc c'était en fait une activité de remix, et je trouve ça finalement logique aussi Alors il y a deux buts en fait à ce podcast. D'une part, c'est que au niveau de notre service, je vous l'informe, je travaille donc à Carré, à l'IMT Atlantique. C'est un service en fait, on va dire un learning center si on veut. Et l'idée en fait c'est que nous on garde une trace un petit peu de ce qu'on a vécu là, un petit peu avec toi, notamment si on souhaite le reproduire, pourquoi pas sur d'autres sites aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une trace, ou même de proposer cet enregistrement à d'autres instituts qui souhaitent mettre en place ce type d'activité. Et d'autre part, ça me semble intéressant également de le faire dans le cadre du Pédagogcast, parce que ça peut vraiment intéresser plus largement en fait à un public, tu vois, dans tout type d'organisation finalement, puisque le remix c'est quand même quelque chose qui est quand même assez à la mode. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi j'en ai entendu quand même pas mal parler ces derniers temps. Et écoute, on va ensemble, parce que c'est à chaud, hein, pour le coup, on vient juste de terminer finalement. On vient juste de terminer, et du coup, voilà, c'est encore très chaud. Et bon, ce qu'on va faire, ce que je te propose, Michael, tout simplement, c'est qu'on va un petit peu peut-être le présenter aussi rapidement, hein, même si voilà, ça va assez vite. Et puis ensuite, on va un petit peu rentrer dans le détail justement d'expliquer ce qu'est un remix déjà de manière générale, et puis nous un petit peu comment on l'a mis en place durant ces 2 jours, parce que ça a duré donc 2 jours, avec peut-être les différentes étapes, et on pourra donner des petits hacks, des petits conseils que j'ai bien aimé, notamment tes bris de glace qui étaient plutôt intéressants, et puis tout le reste évidemment. Donc voilà, ça te va comme ça de procéder de cette manière ? Tout à fait, parfait. Okay, super. Donc écoute, je te laisse un petit peu te présenter. Alors donc tu travailles à Saint-Étienne, tu as également à côté une activité de coaching, donc je vais te laisser un petit peu. Oui, j'ai toujours été un peu dans le /travail, donc je suis effectivement responsable de l'ingénierie pédagogique de l'école des mines de Saint-Étienne depuis 2 mois et demi. À côté de ça, je fais de la musique, je fais quelques scènes dès que je peux, parce que j'adore ça et que ça fait travailler des zones de cerveau qui sont peut-être un peu plus en sourdine habituellement, encore que. Et puis, j'ai évolué de l'enseignement à la formation pro continue des enseignants notamment, vers le coaching, parce que ce qui m'intéressait, toujours d'ailleurs, c'est d'accompagner des personnes, d'accompagner des équipes. Et avec ce job à l'école des mines, c'est accompagner des structures, la structure apprenante de l'école des mines, voir par quel rouage je peux provoquer un petit mouvement qui, de chaîne en chaîne, va peut-être modifier un peu le système. Donc voilà, c'est donc, mon ambition. Par l'enseignement, tu étais enseignant à la base. Oui, j'étais professeur des écoles. Oui, d'accord, pendant 5 ans, un peu plus. Mais après, au bout de 5 ans, j'étais déjà formateur, et la formation des enseignants m'intéressait. Sur la Loire, dans mon département, on a développé, je dirais c'est simplement, et pourtant les obstacles étaient nombreux, c'était l'accompagnement des équipes d'enseignants, plutôt que de formation descendante de type conférencière. C'était vraiment... et on s'est appuyé sur les outils numériques pour être mobilisé auprès d'eux le plus possible dans de l'accompagnement, et le moins possible dans de la diffusion de savoir. D'accord. Donc okay. En fait, on les renvoyait à nos propres sources pour le savoir, et par contre, on faisait avec eux l'articulation entre leur contexte et les intentions pédagogiques, didactiques, organisationnelles
C'est un petit peu du sur-mesure, si on veut. Oui, voilà, je faisais du coaching d'équipe sans le savoir. Donc après, je m'y suis formé, j'ai passé un diplôme certifiant et voilà, aujourd'hui, je suis coach certifié. Je dis souvent ce terme coach certifié parce que ça différencie quand même un processus dans lequel on se pose des questions, on est supervisé, on est pro, d'une autre tendance qui serait de juste dire je suis coach parce que je suis quelqu'un de cool et c'est bon, je suis coach. C'est vrai qu'aujourd'hui, coach, c'est un peu polysémique, un peu dans le sens où voilà, c'est un petit peu un mot qui revient à toutes les sauces, on va dire. Et bon, c'est vrai que je comprends que tu souhaites préciser un petit peu les choses par rapport à ça. Et donc, on a profité quelque part de ton expertise par rapport à tout cela pour que tu viennes animer un petit peu ce remix. Donc, on va un petit peu aller dans le détail. Et moi, d'ailleurs, j'avais une place privilégiée un petit peu par rapport à ces 2 journées, parce que j'étais un petit peu ton padawan, on va dire. Voilà, pour ces 2 jours. Donc, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai aidé finalement Michael à mettre en place l'activité. Alors justement, on va peut-être recentrer un petit peu maintenant sur le remix, si tu veux bien. Comment tu définirais, toi, déjà, ce qu'est un remix, mais de manière générale, si on veut? J'ai eu quelques difficultés au début quand on m'a demandé d'animer un remix, parce que je me disais ça doit être quelque chose de précis. Et puis assez rapidement, je me suis dit c'est aussi ce que j'en fais, puisque le but, c'est quand même la réorganisation d'un service, la réorganisation d'un espace, de plein de choses. Enfin, en fait, toucher à l'organisation d'un système en pensant des possibles qui sont autres que qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc ça, j'ai l'impression de savoir faire, c'est-à-dire d'aller du côté du design thinking, d'idées athées, je ne sais pas si le mot est bien joli, mais en tout cas d'être dans un peu les utopies qui vont nous faire nous mobiliser en termes de motivation pour après réatterrir progressivement. Et c'est quoi la différence justement du remix par rapport un petit peu à tous ces ateliers de créativité qu'on peut trouver comme le design thinking, comme tu en parles, etc. Qu'est-ce qui est spécifique au remix? Si tu devais donner, je sais pas, 2 ou 3 points pour une définition. Ce que j'y vois, c'est que c'est souvent relié soit à un lieu, soit à une organisation précise et avec une grande ouverture des participants. Un remix peut se faire sur plusieurs jours avec des espaces et des forums très ouverts. On peut être de passage et participer au remix. Donc il y a ce côté workshop aussi qui est workshop très ouvert qui est assez sympa et ça produit des résultats assez concrets aussi. C'est vrai. Du coup, alors effectivement, pour rebondir là-dessus, nous, pour ce remix-là, on avait effectivement les gens de l'équipe, finalement de Carré, c'est-à-dire des ingénieurs pédagogiques, conseillers pédagogiques, mais on avait également donc des enseignants de l'école qu'on a réussi à mobiliser en fait. On a eu sur des temps peut-être plus courts, mais quand même on les a eu des étudiants, ça c'était important également. On a eu également des administratifs. Donc on avait vraiment, pour le coup, on a réussi à recruter, on va dire un panel assez large d'acteurs, ce qui fait que voilà, on rentre bien dans cette définition effectivement du remix. Alors très concrètement maintenant, comment est-ce que on a mis ça, enfin tu as mis ça en place, hein, moi je t'ai simplement assisté pour tout ça. Je te propose un petit peu ça pourrait aider aussi les personnes qui souhaitent le mettre en place, et bien qu'on décrive concrètement, tu vois, admettons quelqu'un vient te voir et te dit voilà, Michael, je vais mettre en place un remix, qu'est-ce que je fais, quelles sont les étapes, etc. Donc là c'est une proposition que tu as eue. Tu as répondu quelque part à une demande. J'imagine qu'il y a autant de remix, de types de remix que de remix, quelque part. Il n'y a pas une recette. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment toi tu l'as mis en place. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai bien vu que ça, en plus, pour le coup, ça s'est bien passé, dans le sens où il y a eu un rendu quelque part, il y a eu un résultat finalement à ce remix. Donc c'est toujours intéressant effectivement qu'on sache, que les personnes qui nous écoutent aussi sachent quelles ont été les différentes étapes. Donc je te propose un petit peu. Oui, bien sûr. Alors avant de commencer sur le déroulement de cette journée qui s'est passée, parce que c'est un temps important, du coup depuis hier 14h jusqu'à aujourd'hui 15h. Donc c'est un temps important parce que c'est pas la même chose quand même qu'une journée complète. On avait fait ce choix-là aussi parce que des personnes venaient de loin et que j'étais sûr au moins qu'ils pouvaient rester sur ces créneaux-là. Mais la dynamique n'est pas la même. Il y a la nuit qui est passée. Il y a une soirée conviviale aussi qui fait qu'on se voit comme des êtres humains et pas comme dans le jeu
d'animateurs et de participants, donc ça c'était très sympa. Ouais. Mais il y a aussi, ça c'est le haut de l'iceberg, parce qu'il y a vraiment un travail en amont avec Christian Collin, donc ici, avec qui j'ai été en visio plusieurs fois, qui a su réunir l'équipe et dire voilà, il y a une visio avec Michael pour qu'on définisse ce qu'on veut en faire de ce remix. Et ça c'était très très important. Donc ça m'a donné aussi les billes pour savoir jusqu'où je pouvais aller en termes d'accompagner, parce qu'il y a quand même un peu d'accompagnement d'équipe, puisque je savais qu'au final, ça allait guider l'installation de dispositifs par des personnels qui faisaient partie de ce remix. Donc il fallait les mobiliser, les enrôler aussi. Et on a aussi conçu des recueils de représentations sur des panneaux. Voilà, on a essayé d'élargir. On s'est dit à quel moment on peut trouver des étudiants, rencontrer des étudiants pour avoir leurs avis sur des prototypes qui sont déjà avancés d'actions possibles pour l'accueil à Carré. Et voilà, c'est un gros travail d'ensemble. La chose indispensable, c'est que c'est fini. On dit que c'est terminé depuis 15 heures, mais en fait, ça ne fait que commencer, puisqu'il y a une boucle d'action qui se met en marche. Et j'ai proposé une sorte de réunion de chantier dans 2 mois, dans 3 mois, pour savoir où on en est de nos essais dans les différents centres. Moi, je suis aussi un peu témoin, c'est-à-dire je ramène des solutions sur Saint-Étienne, je vais essayer de le partager avec mon équipe et on va installer des choses. Et ça nous fera un plan d'étape, un plan d'action avec une étape qu'on a fixée là début février pour savoir où on est chacun, ce qu'il a pu mettre en place, ce qu'il a rencontré comme obstacle pour le faire, et qu'on puisse vite reboucler derrière, profiter de cette dynamique de groupe qu'on a installée ici, pour se remettre en selle vers des actions qui sont réajustées au vu de ce qu'on a observé. Donc effectivement, on l'a compris, donc l'idée ça a été d'avoir un livrable finalement qui se matérialise sous forme de fiches qu'on a finalement mis en place avec voilà, différents, je ne me rappellerai pas exactement de toutes les cases qui composaient ces fiches, mais en gros, voilà, il fallait déterminer le périmètre de l'action, quelle était l'action, quels étaient les leviers de cette action, comment mesurer son efficacité, etc. Donc pour arriver à ce résultat final, il y a quand même eu beaucoup de travail en amont. Là, on a produit 4 ou 5 fiches, je crois, de mémoire. Et justement, voilà, l'idée vraiment, ça a été... Alors moi, je vais t'expliquer comment je l'ai vécu. Ça a été quelque part au départ de créer un espèce de... Alors, faut pas le prendre mal au niveau des termes, mais un espèce de chaos, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, en tout cas au début, une émulation quelque part. Ça a été parce que en fait, moi, si tu veux, par rapport à quand je fais par exemple des cours ou autre, je me rends compte que j'ai besoin d'être... je me sécurise moi-même, je pense, et je suis assez directif peut-être, enfin peut-être pas toujours hein, d'ailleurs, mais plus quand je suis sur du présentiel, j'ai tendance à avoir quelque chose d'assez linéaire, assez directif, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est vrai que moi quelque part, justement, j'étais très intéressé pour développer ce type de compétences-là, parce que moi je trouve qu'on se met en danger en tant que formateur quand on est là-dessus. Et je trouve que ça, tu l'as bien géré parce qu'on sent que tu as l'habitude quelque part. Et puis j'adore ça surtout. Ouais, voilà. C'est vrai que parce que faut bien voir que dans ce genre de choses, et c'est normal si vous êtes formateur et que vous le mettez en place, il y a vraiment des moments de flottement, des phases où on sent que les participants sont frustrés. Il y a des moments de frustration, on en a parlé un petit peu hier aussi. Et tout ça, ça fait partie du processus. Et en fait, si on n'a pas compris ça et qu'on prend la frustration du participant comme on va dire comme une formation, dans une formation classique, si les gens sont frustrés, on se dit bah non, c'est que je fais mal mon taf quelque part, tu vois ce que je veux dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du remix, c'est que c'est normal, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Et alors ça, c'était la première grande phase. Après, on pourra rentrer dans le détail, hein, mais donc un petit peu le chaos générait un petit peu l'émulation. Et ensuite, quelque chose de peut-être aussi compliqué quelque part à mettre en place, c'est-à-dire de réussir à trouver un sens à tout ça finalement et à faire en sorte que des idées émergent de ce chaos, des domaines, etc., jusqu'à arriver à formaliser vraiment des missions, des tâches qu'on va mettre en place pour des actions spécifiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est créer une situation de chaos, une émulation. Ensuite, je ne sais pas comment tu décrirais cette phase-là,
où on va justement, au travers de toutes ces idées-là, faire quelque chose de plus lisible quelque part, et ensuite de formaliser via des tâches, des actions à mettre en place. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu moi. Et encore une fois, en tant que formateur, je trouve que c'est une sacrée expérience. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à le définir de cette manière-là, en tout cas moi, comment je l'ai vécu d'extérieur. Alors après, au niveau de... Préparer un temps comme ça, c'est certes pas confortable au sens de maîtriser un savoir à diffuser. On n'est pas, on l'échangeait comme ça pendant nos pauses, on n'est pas sur du teaching, je suis pas concentré sur le savoir que je vais transmettre. Je suis entièrement dévoué à ce qui se passe du point de vue du learning, du point de vue de l'apprentissage, même si là on n'est pas exactement dans une situation d'apprentissage. En tout cas que l'activité elle se fasse bien pour les personnes et sans moi. Donc il y a des moments où on n'a rien à faire et c'est très bien, ça veut dire que le dispositif a fonctionné. Et par contre, c'est pour ça que le travail en amont est important, de se dire que jusqu'à l'implication de la couleur du feutre qui est posée sur la table, jusqu'à un moment, il y avait une situation comme ça, où volontairement, j'avais pas mis la couleur, il leur manquait une couleur pour réaliser la tâche, pour dire, c'est ce qui se passe, on manque toujours de moyens, comment on se débrouille, est-ce qu'on se dit, ah ben on est bloqué, on fait plus rien, ou voilà, et quand la consigne est de 2 minutes, eh ben, ça fait apparaître des comportements qui sont intéressants, sur lesquels on peut revenir, et en disant c'est transférable dans la vraie vie, entre guillemets, dans la vie qui n'est plus jouée par le remix. J'ai l'option d'aller chercher des solutions de frugalité, on va dire, des solutions moins coûteuses pour peut-être après pouvoir les faire grandir, grossir en fonction des moyens mobilisés. Ouais, exactement. Ouais. Et comme tu dis, à un moment donné, c'est limite positif si le formateur disparaît finalement dans ce type de dynamique. C'est que quelque part ça se passe bien et il n'y a pas de... Ouais. Et même intervenir quand le groupe fonctionne, c'est de le faire dysfonctionner, donc il vaut mieux simplement dire de quoi vous avez besoin si le groupe est coincé, mais sinon si ça marche, c'est qu'ils ont pas besoin. Il faut résister à cette tentation finalement. J'ai remarqué que tu restais bien, justement, on travaillait en petits groupes, à la tentation de peut-être donner ton opinion, parce que on a tendance peut-être aussi quand on accompagne comme ça, surtout moi qui suis dans le service pour le coup, même si voilà, ça fait pas très longtemps, j'ai que 3 mois d'ancienneté, donc à la limite je suis un peu moins dans l'affect et puis un petit peu plus distancié par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir amener aussi sa petite pierre si on sent qu'un groupe parle d'une thématique précise, et c'est vrai que de réussir à garder ces distances, c'est une compétence. Enfin, moi, je trouve que en tant que formation, en tant que pédago, on va dire, parce on est sûr que vraiment on est quelque chose assez pédagogique, c'est des compétences de formateurs qui sont, comment dire, pas forcément toujours très explicites. Enfin, c'est pas des choses qu'on entend souvent entre guillemets. Par exemple, de réussir à résister à la frustration d'intervenir, par exemple, de s'effacer. Tu vois ce que je veux dire? De laisser le chaos émerger et de l'accompagner quelque part, de l'accueillir, tu vois, au lieu de résister aussi peut-être à la peur du jugement de certains participants qui peuvent être là en train de se dire mais c'est n'importe quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, volontairement j'accentuie le trait, mais c'est vraiment ça pour le coup. Il y a un outil très simple, c'est questionner au lieu de répondre, c'est-à-dire de toujours se dire quelle question je peux apporter au groupe là où il en est qui pourra lui faire lever le nez de son problème, en fait, de son obstacle. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez pensé à aller interroger les étudiants ? Est-ce que vous serez prêt dans 5 minutes à interroger l'étudiant ? Parce que là, votre plateau Lego, parce qu'on a travaillé avec des plateaux Lego, est parfait, super, mais il y a un moment, s'il n'y a pas d'interaction avec des usagers, vous allez rêver de quelque chose qui ne sera pas concrétisable. Donc effectivement, moi je suis bien sur cette culture, mais ça c'est très coaching, de la question percutante. La question qui, comment en peu de mots, je peux réveiller chez l'autre un schéma de pensée qui le fait sortir de son problème et qui l'oriente solution. Donc effectivement, plus on le fait, plus c'est un plaisir de le faire. C'est la fameuse maïeutique sans vouloir faire trop. Oui, un peu, ouais, bien sûr. Bien sûr. De Socrate. Ouais, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Cette posture du formateur, pour moi, en tout cas, m'a assez marqué. Alors sinon, si on veut aller dans le détail et donner vraiment des petits hacks à des personnes qui voudraient le mettre en place, en gros, concrètement, donc ça a été mis en place, donc on vous l'a dit, sur 2 jours. Alors c'était intéressant aussi, notamment tu interviens
intervenu là-dessus à la fin de la formation, tu as bien précisé que c'est vrai que pour le coup, ça a aussi bien fonctionné, je pense, parce qu'il y a eu ces 2 jours et justement ce temps qui pour moi est un temps très important où justement on est sorti, on allait boire un verre, clairement on est allé au restaurant, on a fait ce qu'on pourrait appeler du team building, mais en gros voilà, simplement on a fait un temps informel et du coup ça c'est vrai que bon, après j'ai bien conscience que toutes les institutions n'ont pas le luxe de pouvoir faire ça. Mais si vous pouvez, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait conseiller quelque part, parce que voilà, ça va au-delà de l'activité, voilà, il va y avoir un temps plus informel. Et moi, je le vois bien, hein, moi j'ai fait quand même pas mal de colloques, beaucoup moins ces derniers temps, mais j'en ai fait quand même beaucoup dans le passé. Et je me souviens que finalement, les choses qui me marquaient le plus, c'était tout ces temps informels. Tant mieux, hein, si le colloque était très bien, était de qualité, j'apprenais des choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est ces temps informels où tu discutes avec la personne, voilà, tu montres pourquoi pas des projets. Et là, c'est vrai que pour le coup, bon, on se connaissait beaucoup, parce que c'est l'équipe. Quelque part, on est sur 2 sites, hein, pour préciser. Mais on se voyait assez peu, on se voit assez peu, en tout cas dans les 2 sites. Et là, pour le coup, on en a profité pour faire aussi cela. Et je pense que si on peut le faire, c'est tant mieux. Après, voilà, c'est simplement qu'on l'a fait comme ça. Clairement, je participe pas à cette interview si on avait fait à 9h, 17h. Par exemple, on n'aurait pas suffisamment tissé de liens, on n'aurait pas vécu mais même simplement ce temps de reboot où il y a la nuit qui passe, donc on revient avec des idées neuves aussi le matin, on les retraite d'une autre façon. C'est vrai. Après, il y a de la posture, mais il y a une préparation qui s'inverse, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, moi ce matin je me suis levé un peu tôt pour me dire, il manque une situation, les gens quand ils vont revenir et qui vont devoir prototyper, il y a un échappatoire qui pourrait consister à dire « Oulala, tout ce qu'on a dit hier, mais ça me paraît plus valide, etc. » C'est là où j'ai introduit un icebreaker que je n'avais pas pensé au départ, parce que je pensais la veille finir un petit peu plus tard, puis en fait, voilà, c'est pas grave. Mais il faut être dans cette agilité-là. Voilà, faut moins préparer du contenu, mais vraiment avoir une carte mentale qui dit « Ok, ça marche pas dans ce chemin, je vais dans l'autre. » J'en ai sous le coude, et que ça ne tienne pas par ma seule personne, par mon talent. Si j'en ai pas ce jour-là, je vais mal barrer. Sur de l'impro, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut paraître de l'impro quand on regarde de l'extérieur, mais finalement, ça n'est pas. En fait, c'est ça que c'est un peu comme un grand musicien quelque part. Tu vois, d'extérieur, on se dit, voilà, c'est de l'impro tranquillou, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il peut y avoir. Et effectivement. Alors en parlant justement, on peut commencer à donner des petits entre guillemets, des petits trucs et astuces pour des idées. Hein. Tes bris de glace, je trouve ça très sympa justement que tu as utilisé là. On peut commencer par le tout premier que tu as utilisé quand on a rassemblé les participants quelque part. Donc tu as utilisé le jeu en fait du Dixit. Oui, le jeu du Dixit qui est un jeu familial de société qui est très sympa, qui est très rigolo. Et les cartes, je ne me souviens plus du nom de son illustrateur, mais sont merveilleusement idyllique, utopiste, tout ce qu'on voudra, on peut y trouver tout ce qu'on veut, c'est très émotionnel aussi dans la façon dont c'est illustré. Donc c'est très évocateur, et pour commencer, par ce petit jeu, j'ai demandé à quelqu'un, voilà, vous recevez cette carte, quelle innovation, quelle révolution, à long terme c'est quoi, l'accueil à carré. Voilà, parce qu'en fait, on ne l'avait pas précisé, mais le but finalement de ce remix, c'était de repenser l'accueil de Carré, qui en fait, encore une fois, il faut l'imaginer comme un learning center avec l'aspect numérique et documentaire à la fois. Et l'idée, c'était de créer ce remix pour imaginer, pour quelque part faire en sorte qu'on réponde à de nouveaux besoins dans la notion d'accueil. Ça pouvait être large, hein, c'était pas forcément l'accueil même physique, on a également imaginé l'accueil en ligne, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément l'objet du podcast, mais voilà, pour le coup, effectivement, il y avait cette thématique-là, et donc dans ton bris de glace, on est tout de suite rentré dedans, finalement, dans la thématique. Je voulais donner la tonalité. Voilà, on part cash. La carte, ça vous inspire quoi par rapport au sujet qu'on va travailler, c'est-à-dire l'accueil à carré. Voilà. Par contre, je donne la tonalité, mais je ne suis pas dans un photolangage où on est impliqué, on parle de soi, parce que là, ce serait un peu violent. Donc, je veux donner la tonalité, mais c'est sur des cartes qui sont plutôt rigolotes. On va être étonné de la carte qu'on reçoit, et c'est pas très engageant de dire qu'est-ce que j'attends de cette innovation que peut proposer le remix. On est par 3, important aussi, dans un petit groupe, et on a 1 minute ou 2, je ne sais plus ce que j'avais imposé, 2 minutes, pour présenter sa carte. Et ce qu'on y voit, ce qu'on arrive à y voir malgré tous les obstacles graphiques,
en termes d'innovation pédagogique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il me semble qu'on a commencé à... justement, quand tu disais que tu n'étais pas sur le questionnement personnel, après on a présenté les états ZOO, c'est ça qu'on Ouais, a... Voilà. c'est ça. Les 7 états ZOO, alors que toi tu utilises, dans le cadre même de tes activités de coaching que tu as forcément utilisé bien sûr avec nous, c'est en fait, alors je vous le décris, hein, donc c'est 7 états, c'est représenté par des dessins finalement, qui quelque part c'est des états d'humeur entre Intérieur, guillemets, ouais. intérieur. Je vous les lis, il n'y a pas où du tout. On voit alors c'est à chaque fois représenté par le dessin d'une orange en fait, qui est humanisé en quelque sorte. Donc pas où du tout, zoo bof, un peu zoo, pourquoi pas zoo, zazou, presque zoo et super zoo. Voilà, en gros c'est 7 états. Et c'est la question qui est posée, c'est pas est-ce que je me suis levé du bon pied ce matin, hein. C'est par rapport à cette activité de remix. Est-ce que c'est pour moi quelque chose qui peut vraiment apporter des choses et je suis super motivé parce que j'y crois à fond, etc. et que je suis pas blasé quelque part, parce qu'on peut avoir parfois des publics un peu blasés, voilà, une action de plus, encore des choses et qui vont pas forcément aller au bout, etc. Et c'est vrai que ça permet de mesurer quelque part un petit peu l'état d'esprit initial, on va dire. Et ça permet ensuite, pourquoi pas, même si on l'a pas forcément fait là d'ailleurs, mais de reposer la question en fin de remix pour savoir, voilà, maintenant est-ce que vous êtes encore plus zoo ou moins zoo, voilà. C'est ça, oui. Ouais. Alors, je ne l'ai pas reposé en fin de questionnaire parce qu'il ne s'agissait pas de m'obliger à ce que les gens ressortent en ayant grandi de quelque chose. Mais par contre, il y avait quand même, dans ce que j'avais entendu, dans ce travail en amont qui est important, l'idée que des personnes, il ne fallait pas se tromper parce que des personnes étaient essoufflées, pouvaient dire moi je suis désolé, cet après-midi je ne reviens pas parce que je revis quelque chose qu'on a déjà vécu 10 fois, etc. Donc choix des modalités importantes, qu'il y ait des choses originales. Et c'est vrai que j'ai senti à ce moment-là que les 7 états zoo, ça a fonctionné parce que je pense, ce que je suppose, c'est que les participants se sont dit on prend en compte, y compris mon humeur, mon état intérieur par rapport à ça. C'est pas très impliquant, mais et puis surtout ça introduit l'idée qui va être tout le remix, de se dire on se donne des observateurs, des indicateurs, mais pas indicateurs au sens de on les chiffre sur une norme, une échelle normée, mais sur ma propre échelle ressentie. C'est un peu la température ressentie par rapport à la température Celsius. Donc ça m'intéresse que les gens puissent s'exprimer en disant, et d'ailleurs tout le monde l'a fait alors que c'était pas obligatoire de s'exprimer sur cette échelle. Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement il y en a 7, mais qu'on se sent toujours très régulièrement entre deux états. Je suis entre celui-là et celui-là. Donc c'est une vraie échelle, c'est marrant. Et là où j'ai pas fait de coaching, c'est qu'en coaching, on va dire qu'est-ce qu'il te faudrait pour être complètement dans l'échelle supérieure, quoi, dans l'indicateur supérieur. Mais là, on visait pas ça. Et d'un côté, il n'y a pas de moyennement zoo finalement. Moi, je me souviens quand je mettais en place par exemple, l'évaluation d'enseignement, je posais 4 items. C'était pour des questions, c'était tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout. Et volontairement, il n'y avait pas ce milieu. Bien sûr, sinon tout le monde s'y réfugie. Voilà, tout le monde s'y réfugie quelque part. Et là, ça obligeait à prendre parti pour aller plus ou moins oui ou plus ou moins non. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu... Alors, c'est vraiment un outil que je mets à disposition et il peut se retrouver sur mon site Zoo Coaching, puisque Zoo, c'est la marque de ma boîte de coaching. Et je l'ai conçu... on a mis du temps derrière cette simplicité-là. Il y a vraiment du travail avec mon copain Ben Bing qui fait les illustrations, et il y a tout un travail pour qu'on se reconnaisse dans ces personnages. Et habituellement, c'est autour d'un gobelet dans les stages, et ça marche bien aussi. Et puis là, c'était sous forme de carte, ça a bien fonctionné. Alors, en termes de bris de glace, autrement, parce qu'on était sur la thématique bris de glace un peu et introduction, ce matin, donc, c'était super intéressant, finalement, également ton bris de glace. Donc, je te laisse un petit peu le présenter par rapport à la prairie, là. Ouais. Pareil, ce matin... j'ai pas voulu dire quel bris de glace pour commencer la journée, surtout qu'on a eu hier soir dans l'informel très intéressant une conversation avec pas mal de participants qui m'ont dit écoute, ça s'est bien passé tes bris de glace parce qu'ils étaient originaux, mais c'est pas ce qu'on aime, hein, ça devient ridicule. On a évoqué même pourquoi on ferait pas la chenille, ça serait un bris de glace intéressant. Enfin, il y a un concept là. Je pense donc je me suis dit, je peux pas commencer la journée sans rebondir sur cette idée de bris de glace, mais en même temps, il y a un besoin, c'est que moi j'ai peur que les gens partent avec leur Lego en disant bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on garde d'hier, que c'est pas vraiment de sens. Et il faut commencer à réatterrir par rapport à l'idéation de la veille. On a rêvé tout ce qui est possible, etc.
Donc j'ai trouvé, j'ai rien inventé, mais je l'ai trouvé parce que je cherchais quelque chose de spécifique, je l'ai trouvé. C'est une situation de la prairie où des groupes vont avoir une consigne assez simple. Alors de mémoire, je suis fatigué de ma journée, mais il me semble que c'était dessiner une prairie ensoleillée et fleurie dans laquelle broutent des vaches. Voilà. Ouais. Donc là, tout le monde se libère, ça va vite. Même serré en 2 minutes, 2 minutes 30, le groupe arrive à quelque chose d'harmonieux. Et les autres ont la même consigne, sauf qu'il y a aussi une liste de choses. On leur demande 17 brins d'herbe, voilà. 3 papillons bleus, 4 rouges, etc. Effectivement. Donc il y avait 2 groupes en fin de compte. Il y avait 3 groupes voilà, ce matin. 2 groupes avaient la consigne, voilà, dessiner une prairie avec des vaches qui broutent et voilà, un beau soleil, peu importe. Et puis un des groupes, ça fait un peu travail de recherche d'ailleurs pour le coup, il y avait un des groupes qui pour le coup avait... mais d'ailleurs, alors ce qui m'a surpris, c'est que tu leur as juste dit ça discrètement, tu vois. Tu l'as pas présenté aux autres groupes. Tu as dit, par contre, votre groupe, vous êtes un peu plus contraint, vous devez faire tant de brins d'herbe, tant de feuilles avec des pétales comme ci, tant d'arbres, tant d'oiseaux dans le ciel, etc., etc. Et en gros, j'ai trouvé ça intéressant parce que on s'est rendu compte qu'en termes de rendu, du coup, les personnes qui étaient donc avec des contraintes très fortes, finalement, utilisaient quelque part, se mettaient à coopérer. Tu vois ce que je veux dire ? C'était, ça va au niveau du timing, t'es bien ? Il me reste un quart d'heure. Parfait. Se mettaient à mettre en place un système de coopération. Donc certains vont faire les pétales, d'autres vont faire les arbres, etc. Et du coup, il n'y avait pas du tout d'harmonie. Enfin, c'était pas harmonieux finalement. Je ne sais pas si tu penses que c'est dû à ça. Ils étaient centrés sur le job. Ils avaient 34 papillons à dessiner. Enfin, je ne sais plus combien. Oui, voilà. Oui. Donc du coup, ils étaient centrés là-dessus et ça donne rien en termes de recul, de bon sens, alors que les autres étaient libérés de se dire, bon, je sais pas si ça sera joli ou pas, mais on cherche à faire du joli. Donc la symbolique, en fait, par rapport à ça, si je peux me permettre d'essayer de voir un peu la symbolique qui est derrière ça, c'est de montrer que parfois, il faut se laisser plus de marge de liberté, je dirais, de ne pas trop se contraindre. C'est-à-dire, ce que tu avais peur, ta crainte là-dedans, c'était qu'on soit trop sur du terre-à-terre, c'est ça, si je me trompe ? Voilà, on est sur exactement, à ce niveau-là, cet après-midi, on était vraiment sur du terre-à-terre concret. Qu'est-ce qu'on met en place ? Qui s'en occupe ? Pour quand ? Donc, pour arriver à ça, il fallait que ce matin, selon moi, on soit sur un niveau un peu intermédiaire d'imaginer des possibles, sans se poser, est-ce qu'on en a les moyens pour l'instant ? Parce que sinon, on réalisera rien. Si on part de ce qu'on a dans les tiroirs, ça sera pas possible. Il faut pas non plus manipuler les gens pour qu'ils fassent des bricoles sans demander de budget. Donc, il faut commencer petit pour faire grandir une idée qui peut être vraiment intéressante. Il est arrivé, par exemple, l'idée d'un Fab Lab qui n'a pas été retenue, mais je me disais, ça peut être, pendant 2 mois, on installe avec des moyens du bord, là, pour le coup, un Fab Lab. On voit comment ça interagit, mais on l'étudie vraiment pour pouvoir dire, ça vaudrait le coup d'investir sur tel type de machine pour faire un Fab Lab temporaire encore plus grand et peut-être un peu plus long jusqu'à l'installer vraiment. C'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne. On a un Fab Lab vraiment installé maintenant, mais qui est issu d'une pratique existante qui a été observée dans ces pratiques, de quoi on avait besoin. C'est pas la peine d'investir, puisqu'en face, l'école en face, par convention, on pourrait nous prêter le sien, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, faire vivre cette situation, ça peut être l'occasion de dire, n'allez pas jusqu'à la prescription très serrée de ce qu'il vous faut, parce que ça va tuer votre bon sens. La preuve, c'est que le dessin, il n'est pas très harmonieux. Vous êtes centré sur ce qu'il vous fallait, faire la liste du matériel. Donc voilà, on est dans un état intermédiaire. Je ne sais pas quel impact ça a eu dans la formation. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, comme c'est un groupe sur lequel je vais revoir, je peux leur reparler de cette situation en disant attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme lors du dessin de la prairie, à tout lister et vous allez faire quelque chose qui ressemblera à rien parce que vous êtes trop attaché sur les détails. C'est vrai que pour le coup, c'était flagrant au niveau du résultat, entre guillemets. Donc ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Pour un petit peu simplement donner des marqueurs, on va dire, par rapport à ce qu'on a fait dans l'information. En gros, au niveau des étapes, il y avait également donc une étape ça c'était plutôt hier, on va dire. On a formalisé des grands domaines, des grandes familles finalement de projets qu'on a ensuite placé finalement sur un axe. Alors je sais pas si c'est un nom, cet axe-là qui est assez... Non, j'ai trouvé plusieurs modèles. J'en ai vécu un il n'y a pas bien longtemps en workshop à Lyon qui était intéressant et j'ai repris le système d'animation sans en reprendre l'intitulé des axes. Nous, on voulait bien quelque chose sur lequel les gens soient motivés.
pour le mettre C'est en ça. place. Et ça peut commencer demain. Si ça ne peut pas commencer demain, on oublie parce que ça veut dire qu'on va tourner en rond, on va voir que les obstacles, on ne va pas commencer en fait. Donc en fait, l'axe en abscisse, du coup, on a irréalisable à court terme et facile à mettre en œuvre. Voilà. Et puis en ordonnée, on a projet très motivant ou projet peu motivant. Et du coup, ça permet comme ça de faire une classification et tout de suite de ne garder que finalement les projets motivants et faciles à mettre en œuvre. Et c'est vrai que ça nous a aidé parce que bon, il y avait parfois des domaines où on pouvait aller se perdre, mais finalement, ça aurait été un petit peu dommage de dépenser de l'énergie là-dedans, même si on était très motivé, parce que finalement, il n'y a pas à court terme, c'est pas réalisable, ne serait-ce que pour des raisons politiques, budgétaires ou autres. C'est ça un peu l'idée. Donc il y avait à la fois, c'est pour ça que je dis que c'était un petit peu chaotique, et en même temps il y avait les côtés très pragmatiques après au final où on voulait vraiment des projets réalisables, comme tu dis, sur du court terme et vraiment qu'on peut mettre en place tout de suite. Le gros atout de ces outils, c'est qu'on fait apparaître toutes les idées avant de les hiérarchiser. C'est finalement l'axe, effectivement, le classement selon le graphique qui nous permet de dire, elle est là cette idée, mais on choisit de la mettre de côté parce qu'elle serait trop à long terme. Pour l'agilité, on garde que ces idées-là. Mais les autres figures, on les a pas, le formateur les a pas glissées discrètement dans la poubelle. On les traite. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Tu as utilisé autrement quelque chose d'assez classique, c'est du QQO, QCP finalement, quoi, qui, etc. Donc ça c'était vraiment quand, une fois qu'on avait sélectionné donc, les fameuses idées réalisables, etc., qui suscitent la motivation, hop, on mettait les gens en groupe, cette fois dans des salles à part finalement. Oui, c'est important. Oui. Où là ils ont ensemble réfléchi sur différents projets qu'ils voulaient mettre en place, en répondant à toutes ces questions-là. Et donc ça commençait à formaliser quelque part, concrètement comment ils voulaient mettre en place les choses. Donc ça c'est quelque chose d'assez connu. Et tu avais également... le 5 pourquoi, c'est assez génial. C'est ça que j'allais te dire aussi. Je crois que tout le monde peut le faire. Quand on tient une idée, c'est se dire pourquoi je ferai cette idée. Et on arrive à un deuxième niveau et on se dit ça 5 fois. J'ai fait une application de coaching dans laquelle ça marche pour tout problème de vie. Hein. Je veux perdre du poids. Pourquoi je veux perdre du poids? Parce que j'aimerais bien rentrer dans la taille en dessous du pantalon. Ok, pourquoi? Parce que je me sentirais mieux. Donc et chacun aurait une réponse différente. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre parce que j'ai une compète que je veux préparer et il me faut perdre du poids. Donc, on arrive finalement, après s'être posé 5 fois la question pourquoi, à un niveau qui est vraiment on a une réponse beaucoup plus affinée et on peut partir là, ça se transforme en objectif. C'est très intéressant aussi, effectivement. Et ensuite, donc il y avait le prototypage. On est vraiment, pour le coup, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de concret, de palpable aussi. Et donc là, on a utilisé un petit peu les méthodes du design thinking quelque part, finalement. Donc, on était sur le Lego Serious Game qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien pour quelque chose de très systémique. Le groupe qui l'a utilisé, effectivement, était dans avait pris comme support le plan de Nantes, mais en se disant, c'est des fonctions qui peuvent être implantées dans les autres centres. Et ils avaient peut-être de quoi remplir ensuite 6 fiches d'action liées au moins, donc ils ont dû faire des choix. Mais ça leur a permis de voir tous les possibles et de les maqueter, c'était intéressant. Et on a utilisé un autre matériel dont j'ai oublié le nom. C'est justement ce que je suis en train d'essayer de regarder, je vais tout de suite te dire ça. Qui est assez génial parce que lui, il introduit, donc c'est un matériel un peu pop-up, on va dire, avec des figurines, des templates. Alors ça s'appelle en fait Scenes, en anglais. Et c'est Every Great Experiences Start with a Great Story. Donc en fait l'idée c'est que vous pouvez regarder je mettrai le lien peut-être après le podcast, c'est d'avoir des templates qu'on peut découper finalement, par exemple des personnages qu'on va pouvoir découper directement sur une feuille ou une table ou un panneau, peu importe. Tout cela est en licence Creative Commons, donc ça veut dire que c'est libre, on peut les imprimer. Donc Christian avait pris soin d'en faire la demande et donc il avait imprimé ça sur du papier assez lourd si on veut, assez épais on va dire. Et du coup c'était vraiment, ça fait vraiment un matériel vraiment très très intéressant pour effectivement pouvoir matérialiser des choses un peu plus scénarisées comme ça. Et alors par exemple on peut ensuite, une fois qu'on découpe les personnages, les faire tenir, alors je sais plus comment on appelle ça, les petites sortes de trombones un peu large, qu'on retourne et puis ça permet de papillon, voilà. Et ça permet de faire tenir finalement par exemple les personnages, voilà. Donc ça c'est un petit peu
comme le puzzle, mais avec plus une vue, je sais pas, en fait, les deux sont Mais en fait, 3D c'est mis quelque en part. en plan, en fait. Ouais. Donc, on peut mettre au premier plan un personnage, au deuxième plan les bureaux. Et puis surtout, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent les call-outs, Mhm. des bulles, Voilà. Où on des peut, écriteaux. voilà, Donc, du coup, ça marque encore plus facilement les interactions c'est ça. interpersonnelles entre Exactement. les Autant gens. c'est vrai qu'avec les Lego, on va pas trop pouvoir mettre en place. On pourrait très bien mettre des feuilles de communication, par exemple. On pourrait créer avec du papier des choses. Mais là, c'est vraiment designé pour, c'est-à-dire Ouais. dans les petites bulles de bande dessinée, quelque part, on va pouvoir écrire des choses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Je On est mettrai le plus lien sur le Sims. scénario que sur le dispositif là. Et ça m'a plu parce Ouais, que du coup, on peut imaginer pour l'accueil, voilà, une personne qui demande ça, on lui ouais, répond super de idée, hein. cette façon-là, soit physiquement, soit par une interface. Ouais. Ah ouais, non, en tout cas, il y a eu un résultat très intéressant. D'ailleurs, je ferai peut-être un Instagram pour ce podcast-là. Je mettrai sans doute des photos aussi de ces résultats-là. Ah, super. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça pourrait être intéressant. Ce qu'on avait également de plus classique, c'était comment on appelle ça, le paperboard, c'est ça Une sorte de enfin, paperboard voilà, post-it voilà, géant, c'est donc, ça. qui permet Voilà, c'est de plus pas se standard. poser la question de là où on va poser son affichage, mais voilà, c'est paperboard et puis voilà. Autrement, ensuite, le but, une fois que le prototype était réalisé, on a demandé à des étudiants finalement on a été directement chercher, parce qu'il nous manquait ces fameux étudiants, on avait tout par rapport au remix au niveau du personnel, mais on a été ensuite chercher sur l'heure de pause les étudiants pour qu'ils viennent échanger avec nous. Et là, on en a trouvé quelques-uns qui sont arrivés autour du Lego, par exemple. Là, Ouais, ça c'est chouette, c'était pas mal le Lego, je trouve, de créer des interactions. Et on a eu des retours de leur part où ils nous ont donné des idées aussi, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça a été vraiment un moment aussi assez fort, je trouve. Et puis c'est intéressant parce que c'est ce qu'on se donne à faire dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de prendre en compte en fonction des usages, de pas rester simplement sur sa belle intention, mais de se dire ah non regarde c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'on avait prévu, donc on va le réajuster d'une certaine façon. Et là c'est ce que les participants ont vécu, donc c'était bien. Et puis pour terminer, eh bien, on avait la réalisation quelque part d'une fiche pour chaque action qu'on appelle, alors tu as ça, action innovante, fiche d'action innovante. Alors j'en parlais un peu tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on a? On a la description finalement de son action. Le périmètre de l'action, alors c'est aussi le périmètre par rapport par exemple aux autres services d'une structure, hein, pour pas qu'on empiète quelque part Oui, c'est ça. sur le périmètre. Et Hein. puis, jusqu'où ça va cette action? Qu'on se donne pas une intention formidable, mais une intention réelle, réalisable. C'est un peu le R de Smart, quoi. C'est le réalisable de l'outil Smart. Ouais. Après, c'est typiquement une test card. On a ça, on en trouve beaucoup sur Internet. Je l'ai un peu adapté en fonction de des choses toutes bêtes. C'est voilà ce qu'on observera. Le relevé d'observation, plutôt que de parler d'évaluation, d'indicateurs qui peut être des termes qui font peur. C'est des choses comme ça. Effectivement, moyens mobilisés, calendrier, organisation, donc là c'est pas aussi pratique, concret, hein, ce qu'on observera. Et ensuite, il y a une autre ligne quelque part avec relevé d'observation. Ça, c'est une fois qu'on a mis en place l'action finalement. Effet inattendu relevé, ça c'est aussi des choses qu'on va noter après. Et puis conditions de réussite, réajustement, c'est-à-dire une boucle un peu rétroactive quelque part par rapport à tout ça. C'est important. Il y a deux fiches qui fonctionnent de façon différente. Il y en a une qui est donc très tableau pour les esprits un peu rationnels qui veulent passer leurs idées au crible d'un tableau. Si elle est bonne, l'idée c'est qu'elle doit rentrer dans des cases. Et ça fonctionne bien pour certains qui me disaient qu'est-ce qu'il y a dans cette case, qu'est-ce qu'on peut mettre, etc. Et puis il y a une fiche en fishbone, je sais plus le nom japonais de celui qui l'a inventé, mais voilà, on peut retrouver ça là aussi. Ouais. C'est une arête de poisson. Oshikawa, c'est pas ça? Peut-être, ouais. Ouais. Et du coup, elle était même libre et on peut divaguer, diverger, faire en pensée divergente, se dire on a besoin de moyens, et je les cite, on a besoin de personnes, si certains n'ont pas dit moyens humains, moyens matériels, etc. Tout le monde s'organise comme il veut, c'est vraiment pour être pas coincé par qu'est-ce qu'il faut mettre dans la case de la fiche. Donc il y avait deux systèmes de pensée qui ont d'ailleurs très bien convergent ou divergent, c'est ça que ça c'est un peu ça, ouais, c'est convergent et un peu le divergent. profil. Pour les esprits synthétiques, c'est effectivement le tableau qui va bien fonctionner. Pour ceux qui ont encore envie de repartir dans de la divergence intellectuelle, voilà. Et ça, c'est un principe, par exemple,
Moi, je me garantis que, et là, il y en a que 2, mais je me garantis que les profils un peu des personnes puissent trouver l'outil qui leur correspond. J'ai pas grand-chose à faire d'autre qu'à ce moment-là dire peut-être que l'autre fiche irait mieux, ou peut-être que ta fiche, tu peux en inventer une aussi, c'est la 3e option. Mais j'ai ça en tête, et j'ai pas en tête le contenu de ce qu'ils vont dire. Quand ils vont me dire qu'est-ce que je mets dans cette case, c'est que ça va pas. C'est que si je leur donne une réponse, là, ça va pas. Qu'est-ce qui te bloque pour que qu'est-ce qui te manquerait? Pourquoi? Et si cette case restait vide, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, qu'on soit là-dessus dans l'accompagnement et non pas dans le contenu. Je dirais orthonormé parce qu'il y en avait pas là. Très bien. Bon bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour là, de ce que tu as mis en place pour ce remix. En tout cas, merci pour cette intervention. C'est vraiment agréable d'échanger. Surtout pour le coup, c'est à chaud là, parce qu'on vient juste de terminer. Et puis bravo, parce que c'est assez fatigant aussi ce genre d'expérience. Oui, mine de rien, on a l'air détendu toute la journée. Mais et après, je te demande, allez, un podcast, allez, c'est parti. Ouais, mais bon, ça fait trop envie. Et j'avais une autre question du coup. Où c'est qu'on peut te retrouver si jamais. Alors, je mettrai le lien peut-être vers ton profil LinkedIn, ça te va? Oui, tout à fait. Michael André, Michael s'écrit avec un H. Et donc ton site de coaching, tu peux rappeler peut-être le nom? Ouais, Zou, comme ça y est, on y va, quoi, on s'y lance, donc ZOU-coaching.fr. Ok, bah super, bah écoute, merci encore, hein. Puis bah, je pense qu'on aura l'occasion, parce qu'on va se revoir bientôt d'ailleurs à un séminaire, donc on aura l'occasion d'échanger sur d'autres thématiques comme ça. Et puis bah voilà, je te dis à bientôt du coup. Bonne continuation à toi. Merci.